Bonjour tout le monde, alors une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le principe des trois lois de Kepler. Alors on va commencer par la toute première. La toute première loi, avant de vous en parler, il faut que je vous explique un petit peu la différence entre un cercle et une ellipse. Alors un cercle se caractérise par son centre et par son rayon, qui est une grandeur constante, au cours du temps. Donc si un objet se déplace sur une trajectoire qui est un cercle, la distance de l'objet avec le centre reste constante au cours du temps. Alors ce n'est pas le cas si le même objet se déplace sur une ellipse. Si j'ai une ellipse, comme ici par exemple, la distance entre le centre de l'ellipse et l'objet n'est pas constante. Là je vous montre le centre de l'ellipse. Cette distance n'est pas constante, elle est grande quand l'objet passe ici, elle est plus petite quand l'objet passe à cet endroit-là. Alors une ellipse se caractérise donc par son centre, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi parler des foyers de l'ellipse. Alors les foyers, il y en a un ici, et puis il y en a un autre de l'autre côté qui est symétrique du premier foyer par rapport au centre. Alors qu'est-ce que c'est les foyers? Alors pour expliquer ce que c'est les foyers, le plus simple c'est de voir ce qui se passe si je relie les foyers chacun des foyers à l'objet qui est en mouvement. Je fais ça. Et si je relève au cours du temps chacune de ces deux distances, donc entre le premier foyer et l'objet, et le deuxième foyer et l'objet, ils sont appelés ici R1 et R2, qu'est-ce qu'on remarque si on est sur une ellipse? En fait, on remarque que la somme de ces deux distances reste constante, tout le temps. Et c'est le cas pour toutes les ellipses, c'est pas seulement dans cet exemple. D'ailleurs, ça permet d'avoir une méthode assez simple, une méthode pratique. Si on veut dessiner sur une feuille de papier une ellipse, c'est assez simple, vous prenez un bout de ficelle que vous coupez à la longueur que vous voulez. Donc le bout de ficelle, il doit être inextensible, c'est-à-dire que ça ne doit pas être un élastique. Vous fixez chacune des extrémités de votre ficelle en 2 points, qui seront les foyers de l'ellipse que vous allez tracer. Vous fixez la première extrémité ici et la deuxième extrémité ici. Et puis après, prenez par exemple un crayon, que vous calez dans la ficelle et vous tournez comme ça. Vous allez tourner en laissant les ficelles tendues en permanence. Eh bien, vous allez tracer une ellipse, tout simplement, parce que la ficelle étant inextensible, la somme des deux segments là, sera effectivement constante et vous aurez une ellipse parfaite. Alors, qu'est-ce que c'est du coup la première loi de Kepler? Alors oui, j'ai oublié, une ellipse aussi, souvent elle est caractérisée par autre chose, par ce qu'on appelle le demi-grand axe et le demi-petit axe. Alors, parce qu'effectivement, là, vous voyez une ellipse qui est bien marquée ici. On peut considérer que ça, c'est un grand diamètre, et ça, c'est un petit diamètre, ils n'ont pas la même longueur. Alors, le demi-grand axe, c'est la moitié du grand diamètre. Le demi-petit axe, c'est la moitié du petit diamètre. En demi-grand axe, souvent, on l'appelle petit a, et le demi-petit axe, on l'appelle petit b. Alors qu'est-ce qu'il a dit Kepler pour sa première loi? Il a simplement dit que pour toutes les planètes, la trajectoire de ces planètes, c'est une ellipse dont l'un des foyers correspond au Soleil. C'est-à-dire, pour toutes les planètes, vous avez ceci. Alors je peux vous montrer, par exemple pour Mercure, voilà, on a ça pour Mercure. Donc pour Mercure, le Soleil est à l'un des foyers, l'autre foyer est vide, c'est le vide intersidéral, mais peu importe, on a une ellipse. Alors une ellipse aussi, on peut la caractériser par autre chose, par quelque chose qu'on appelle l'excentricité. Alors l'excentricité, c'est, pour schématiser, c'est proportionnel à la distance qui sépare le centre de ces foyers. Plus cette distance est importante, plus l'excentricité est importante. Là, par exemple, si je diminue l'excentricité jusqu'à la mettre à 0, vous voyez que les deux foyers et le centre se confondent, et là j'ai obtenu un cercle parfait.
Par contre, si j'augmente énormément l'excentricité, vous voyez que j'ai une ellipse de plus en plus marquée, hein, c'est-à-dire un cercle de plus en plus déformé. Alors, il faut savoir que Mercure, c'est la planète du système solaire qui a l'excentricité la plus élevée. Et malgré tout, vous voyez que si on n'a pas un œil averti, c'est assez difficile de se rendre compte que c'est une ellipse. Par exemple, pour la Terre, regardez ça un peu, on a presque un cercle parfait, hein, une excentricité de 0,017, c'est quand même très proche de 0, et d'ailleurs on voit que les foyers et le centre sont pratiquement confondus. Donc quand on fait des calculs et qu'on n'a pas besoin d'une précision énorme, on peut tout à fait, en première approximation, dire que la trajectoire de la Terre, c'est un cercle. On ne fait pas tellement d'erreurs. Alors maintenant, la seconde loi de Kepler, alors je vais revenir sur Mercure, voilà. La seconde loi de Kepler, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'au cours de son mouvement, une planète va balayer des aires identiques pendant des durées identiques. Alors ça se manifeste comment? Ça se manifeste comme ceci. Voilà. Donc là, le dessin qui a été fait, il y a eu un réglage comme quoi là, la durée de parcours de chaque secteur coloré est toujours la même. C'est-à-dire la durée de parcours là, sur le secteur bleu, c'est la même que la durée de parcours sur le secteur vert. Et Kepler a dit, et a démontré, que la surface là, qui est en bleu, elle est identique à la surface qui est en vert. Toujours. La surface en violet a aussi la même valeur, la surface en jaune a aussi la même valeur. Toutes ces surfaces ont la même valeur à partir du moment où la durée de parcours sur l'orbite reste constante. Alors je peux faire un autre dessin avec plus de secteurs. C'est toujours le même principe. Alors, je vais déformer beaucoup l'ellipse, hein, de façon déraisonnable, mais bon, je vais beaucoup la déformer, pour qu'on comprenne un peu mieux. Cette surface-là, c'est la même que celle-là. Alors, ça peut se comprendre, hein, parce que vous voyez que la hauteur de ce presque triangle est beaucoup plus petite que la hauteur de ce presque triangle, vert aussi, mais sa base, là, est beaucoup plus grande qu'ici. Donc globalement, cette surface-là et cette surface-là sont identiques. Hop, on va enlever ça. Je reviens à Mercure. Troisième loi de Kepler. Alors, troisième loi de Kepler, c'est une loi mathématique qui dit que le carré de la période de révolution d'une planète, alors la période de révolution, c'est la durée nécessaire à la planète pour faire un tour complet sur son orbite. Donc le carré de la période de révolution d'une planète, divisé par le cube de son demi-grand axe, ce qu'on a appelé A au cube, eh bien c'est une constante. C'est une constante pour toutes les planètes du système solaire. Alors ça aussi, ça se démontre soit avec les lois de Newton classiques, soit eh bien, on peut démontrer cette troisième loi de Kepler. Dernière chose, au niveau de la vitesse et de l'accélération du satellite, ou de la planète, hein, ce qui revient au même, on peut démontrer, puis on peut comprendre aussi simplement. Hein. Alors, pour le montrer, je vais exagérer l'excentricité de la trajectoire. On voit sur la vidéo, là, ici, sur l'animation plus exactement, que la vitesse de la planète qui tourne autour du Soleil est loin d'être constante. Elle est beaucoup plus faible quand la planète se trouve loin du Soleil et beaucoup plus élevée quand la planète passe près du Soleil. Alors d'ailleurs, on peut placer en même temps les vecteurs vitesse et accélération pour mieux voir ce qui se passe.
Donc le vecteur vitesse, hein, il est toujours tangent à la trajectoire, comme d'habitude, et le vecteur accélération, vous voyez qu'il pointe non pas vers le centre de l'ellipse, mais vers le foyer. Alors, comment ça s'explique ça, que la vitesse change au cours du temps? Alors d'ailleurs, on peut regarder un petit peu les valeurs, hein. Vous voyez que dans ces valeurs minimum, là je suis sur les... Alors je vais regarder avec Mercure par exemple, voilà. Avec Mercure, au minimum on est autour de 39 km par seconde, au maximum ici, autour de 59 mètres par seconde, ce qui fait quand même une différence énorme, hein, c'est pratiquement du simple au double. Alors comment ça s'explique? Alors je remets une excentricité élevée, et je vais revenir sur l'onglet de la seconde loi de Kepler. Et je vais marquer les secteurs. Alors je vais peut-être en mettre un petit peu moins, ce sera plus visible. Voilà. Alors la seconde loi de Kepler, elle dit que l'air balayé pendant des durées égales doit être constante. Donc cette aire bleue ici, vous voyez qu'elle correspond à une espèce de triangle, on va dire un triangle déformé, dont la hauteur est très faible. Par contre, la base du triangle est très grande. Ici, l'autre espèce de triangle qu'il y a ici, c'est le contraire. Vous avez une base très grande pour une hauteur très grande pour une base très faible. Ce qui fait que globalement, vous avez une aire qui est constante. Alors au niveau de la vitesse, ça change quoi? Ben, au niveau de la vitesse, c'est très simple de comprendre que la vitesse ne peut pas être identique partout. Puisque là, pour une durée identique, vous avez une distance qui est parcourue qui est beaucoup plus grande que ici, même durée, mais distance parcourue beaucoup plus petite. C'est-à-dire, distance grande parcourue pendant une durée donnée, ça veut dire que la vitesse est élevée. Distance petite parcourue pendant la même durée, la vitesse est faible. Ça s'explique tout simplement comme ça. Voilà, donc j'espère que ces petites considérations sur les 3 lois de Kepler vous aideront à comprendre un peu mieux leurs principes. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.